Quand tu as reçu finalement la nomination pour les Césars et les Oscars, comment ça s'est passé Un premier film qui est nommé, c'est pas nous. Un deuxième qui est nommé, c'est pas nous. Un troisième qui est nommé, c'est pas nous. Un quatrième, c'est pas nous. Et paf, on était le cinquième. Donc, du coup, c'était... explosion de joie. Ouais, explosion de joie. Depuis les Oscars et les Césars, j'avais eu pas spécialement de contact avec des prods. Et en une journée, j'ai reçu 6 projets à lire. Mais je croise les doigts pour que en fait, les financiers, ils arrivent à voir qu'il y a toute une génération qui a grandi avec de l'anime, qui est devenue adulte et qui est prête à aller voir des films d'anime encore, tu vois. À la fin, le film était fini et j'étais avec un pote qui était en train de faire l'électricité chez moi. Il y avait sa fille qui était là et qui l'embêtait un peu, donc il lui a dit « Mais tu veux pas lui montrer ton film ?» Là, je me suis dit « Waouh !» En fait, j'ai jamais montré le film. Ah ouais, ça t'a fait bizarre. Ouais, en fait, du coup, je me suis dit « Waouh, est-ce qu'elle va bien aimer ou quoi ?» Donc ça s'est bien passé. Et après, j'ai été même là à me dire « Est-ce qu'elle dit ça pour me faire plaisir ou pas ?» Après, elle a vu une plante chez moi, elle a dit « C'est à qui cette plante ?» J'ai dit « C'est à moi », elle m'a fait « Elle est moche !» Du coup, je me suis dit « Ok, c'est bon, elle ment pas quand elle dit qu'elle aime bien le film. » Bonjour à tous et bienvenue sur The Anima Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Loïc Espuche. Ce jeune réalisateur a marqué les esprits avec un court-métrage, son court-métrage s'appelle Burk, qui a reçu un César et a été nommé aux Oscars. Dans cette conversation, Loïc nous livre la genèse de ce projet, un film qui s'adresse à la fois aux enfants et aux adultes pour traiter d'un sujet comme le désir, les premiers bisous et la peur du regard des autres. Il nous livre également son expérience en résidence créative avec toute son équipe, ainsi que les projets passés dans lesquels il a été impliqué et les projets à venir dans lesquels il aimerait s'impliquer. J'espère que cette conversation vous plaira, avec tous ces secrets dans les coulisses d'une campagne pour obtenir un César ou un Oscar. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci infiniment et je vous souhaite une bonne écoute. Loïc, bienvenue sur The Anima Show. Merci, bonjour. J'ai une simple question pour toi. Depuis la nomination aux Oscars et puis l'obtention d'un César, qu'est-ce qui a changé pour toi ? Je suis plus fatigué, on va dire, parce qu'il y a eu une grosse période où c'était intense et on est dans le jus un peu tout le temps et puis après il y a un apaisement et du coup c'est le moment où tu te relâches à fond. Globalement, je trouve que le truc qui change le plus, je pense que c'est le regard des gens que je connais qui sont pas dans l'animation. Parce que pour eux, le César, c'est un prix hyper marquant. Et en fait, du coup, c'est là les voisins de mes parents qui sont là, qui me disent « Ouais, bravo, on a regardé à la télé et tout ça », alors qu'avant, ils n'ont pas plus suivi que ça, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Bah oui, mais c'est bien. C'est aussi finalement une forme de consécration. C'est un moment aussi où on met en lumière des gens qui ont un certain talent. Et puis, le tien est clairement là, quoi. Donc, pour rappel, pour nos auditeurs et auditrices, tu as réalisé un court-métrage d'animation qui s'appelle Burk. En version anglaise, c'est Yuck. Et ça raconte... c'est finalement un court-métrage à destination d'un public général, mais qui aussi s'adresse aux enfants, quoi. C'est un film pour moi qui pouvait s'adresser à tout le monde. En fait, j'avais pas envie de choisir spécialement. En fait, ça parle de la naissance du désir, de la peur du regard de l'autre, de comment trouver son propre jardin secret. Mais c'est vrai que ça raconte l'histoire d'un premier petit bisou. Et en fait, ça permet de parler de ces thèmes-là, à la fois à hauteur d'enfants, mais à la fois aux adultes qui peuvent à la fois se replonger dans leur propre enfance, et à la fois qui peuvent peut-être voir à travers le bisou, peut-être une métaphore d'autres types de désirs et tout ça, et du coup de connecter les problématiques du personnage principal, peut-être Léo, le petit Léo, à des problématiques qu'ils ont actuellement aussi, quoi. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler sur ce projet ? En fait, c'est quoi la genèse de ce projet en réalité ? En fait, j'avais fait un film en sortant de l'école. J'avais fait un court-métrage. J'ai fait Lemka et la poudrière et en sortant de l'école, en gros, c'était une collection de courts-métrages produits par Tant Mieux Prod pour France Télévisions qui, tous les ans, ils produisaient 13 courts-métrages avec des jeunes diplômés. Et du coup, j'avais fait un court-métrage qui s'appelait Mutation, sur un poème de Guillaume Apollinaire, et qui a été projeté dans une salle qui était remplie d'enfants. Et en fait, ce court-métrage, il racontait l'histoire d'un soldat qui part à la guerre. Et au début du film, il dit au revoir à sa fiancée et ils se font un petit bisou. Et là, en fait, tous les enfants dans la salle, ils se sont dit « Il faut se faire un bisou, je regarde pas, Burk, c'est trop dégueu !» Et moi, ça m'a vachement amusé. Et du coup, je me suis dit « faut que je... » démystifier le truc, quoi, en gros. Ouais, et puis il faut que je parle de ce sujet-là, parce qu'en fait, c'est hyper drôle, ces réactions et tout ça.
Et c'est là où je me suis rendu compte que ça pouvait parler de la peur du regard de l'autre, de la naissance des sentiments et tout ça. Et après, il fallait trouver une façon d'aborder ce sujet. C'est comme ça qu'est arrivée l'idée des bouches roses. Des bouches roses, effectivement, ouais, parce qu'en fait, dans ce court-métrage que j'invite à absolument voir, parce qu'il est quand même... Déjà, il est très beau, puis c'est super bien raconté, et puis c'est pas pour rien qu'il a été distingué. Tous les désirs de bisous se matérialisent par un scintillement autour des lèvres qui deviennent toutes roses, et ça... Finalement, on peut pas mentir face à son sentiment puisque tout le monde le voit, quoi. Ce qui est pas le cas dans la réalité, mais du coup, ça prend le contre-pied pour pouvoir raconter ce sujet qui est la naissance du désir. Et comment t'es venue cette idée de prendre, tu vois, quelque chose d'assez visuel pour matérialiser ça, quoi, le désir? Je saurais pas dire exactement comment, mais je sais que ça m'est arrivé d'abord en fait par un graphisme en opposition entre des traits à l'encre de Chine qui étaient tout en noir et blanc, donc pas du tout le graphisme du film, et des bouches qui se colorisaient avec de la gouache en gros. Et là il n'y avait pas encore l'idée du rose, mais il y avait une idée d'une opposition entre la couleur et le noir et blanc. Et sauf que ça faisait un graphisme qui était peut-être un peu triste quand il n'y avait pas de bouche qui s'allumait. Ouais. Et petit à petit, du coup, je suis allé ramener de la couleur. Et du coup, il y a eu l'idée de dire, s'il y a de la couleur partout, il va falloir trouver un code coloré. Donc, le rose fluo, qui est une couleur, je sais pas, le rouge, ça peut être la couleur de l'amour, mais un peu passionnel. Adulte, passionnel, voilà. Ouais. Et le rose, il y a un côté plus enfantin. Et puis, de ramener des petites paillettes dedans, un peu comme les bonbons qu'on mangeait quand on était petit, qui crépitaient sous la langue. Et en même temps, d'avoir un truc avec ces paillettes qui est fascinant à regarder et qui attire l'œil tout de suite, quoi. Et cette recherche de ce qu'on appelle ça une direction artistique, en fait, hein, tu l'as travaillé avec quelqu'un, tu l'as fait toi-même On a été plusieurs, en fait, à travailler dessus. Alors, globalement, c'est beaucoup moi. Et en fait, il y a des gens qui sont venus intervenir par moment. Okay. Par exemple, les premières ébauches de bouches pailletées, c'est Paul Cabon qui les a faites. Puis, ça a été retravaillé après... pendant le test compo par Jean Boutor dans le studio des astronautes. Il y a un moment l'équipe s'est créée, quoi, ouais. Ouais, alors eux, ils étaient vraiment dans la partie plus pré-prod. Okay. Et après, en fait, les animateurs et animatrices, ils ont vraiment aussi repris le dessin. Je me suis rendu compte qu'il fallait un peu rendre ça plus volume, mais c'est aussi grâce à eux, ce qu'ils ont, bien sûr, comment ils se sont appropriés. Puis il y a eu un truc de couleur hyper important graphiquement qui a été fait par Élie Martins. Ouais, un color script incroyable. Ouais. Bah ça, c'est un vrai travail qui prend du temps, de savoir comment on va raconter finalement l'évolution à la fois des émotions du personnage et de l'histoire à travers le color script, qu'on retrouve dans le live action aussi, hein, mais là, en l'occurrence, il est hyper réussi, quoi. Donc, bravo, shout-out à Ellie. Et ça, ce travail de color scripting, c'est un truc auquel tu avais été confronté dans d'autres projets auparavant, ou là, vraiment, spécifiquement, c'était... Non, pas spécialement. En fait, j'avais jamais eu trop le temps, et moi, je suis pas très très fort en couleur. Presque, il a fallu du temps en fait pour même appréhender comment la couleur allait se poser là-dedans. Enfin, il a fallu presque que j'avance sur d'autres domaines. On a fait le color script alors que l'anime elle était déjà entamée. Donc c'était pas forcément un truc de pré-prod, même si d'habitude c'est plutôt fait en pré-prod. Et en fait, le color script, il m'a même fait changer des décors. En gros, j'avais des décors qui étaient un peu, on va dire, des layouts, mais il se trouvait que par exemple dans un gros plan, au trait, j'avais posé, je sais pas, par exemple, 3 tentes derrière un personnage. Sauf que au color script, on se rendait compte que ça faisait trop de couleurs, Et en fait, il valait mieux mettre juste un buisson ou un petit bout de tente là. Et en fait, la recherche de la couleur, en fait, a presque changé des fois des props qu'il y avait dans les scènes, quoi. C'est marrant, parce que là, ça se passe dans un camping. C'est ce qui est cool aussi, finalement, c'est un peu ce lieu étant que pas mal d'enfants ont pu connaître, hein, se retrouver en vacances, soit dans des camps, des campings, ou même, voilà, en tout cas, toujours dans un espace clos, quoi. Et ce qui est malin, je trouve, c'est d'avoir créé cet espace safe pour raconter des histoires d'enfants, parce que un camping, bah, finalement, tu peux laisser tes enfants pas très loin des tentes avec tes amis qui sont là, parce que tu sais qu'ils vont vivre des aventures, en fait, ici. Et c'était la cour de récréation idéale pour raconter cette histoire, quoi. Et puis en fait, c'est marrant que tu parles de cours de récré, parce qu'au début, ça se passait plutôt dans une école, l'histoire. Et en fait, ça se passait en maternelle. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un moment où j'ai eu l'idée de la fin pendant la sieste. Et il me fallait... mais sauf que les enfants, on va dire en maternelle, ils sont pas vraiment dans les mêmes réactions vis-à-vis du regard de l'autre, du dégoût des bisous et tout ça. Ils sont un peu moins conscients de
de tout ce qui se joue à ce moment-là. Et en fait, il fallait que j'ai des enfants plus grands, donc il fallait qu'ils puissent avoir une scène où il y a une scène de nuit, où il y a plusieurs enfants qui sont là. Et c'est là qu'est arrivée l'idée des vacances, puis d'abord du camp de vacances, comme tu disais, puis du camping qui permettait de jouer avec les tentes et de faire aussi qu'il y ait plein de couples adultes ou adolescents qui s'embrassent et que les enfants puissent les épier. Ou même des retraités. Ouais, il y a de tout, quoi. C'est ça. C'est tellement universel le bisou que quand tu as reçu finalement la nomination pour les Césars et les Oscars, comment ça s'est passé quelle réaction tu as eue avec l'équipe Eh ben, en gros, les Oscars, ils nous avaient demandé de nous filmer. Donc, et puis nous, on s'était dit, bon, on va inviter des gens de l'équipe, ceux qui peuvent venir chez Juliette et moi. Juliette qui est une de mes productrices, mais qui est aussi ma copine, donc on vit ensemble. À Los Angeles, ils font une émission à 5h30 du mat pour que ce soit retransmis dans un bon créneau horaire dans le monde entier, quoi. Et donc on était tous là, et en fait on attendait, puis il y a eu la catégorie animation, puis il y a un premier film qui est nommé, c'est pas nous. Un deuxième qui est nommé, c'est pas nous. Un troisième qui est nommé, c'est pas nous. Un quatrième, c'est pas nous. Et paf, on était le 5e. Du coup, c'était explosion de joie. Ouais, explosion de joie. Quand ils ont annoncé le 4e film, j'ai compris que ça allait être nous le 5e, parce qu'en fait, c'était tout par ordre alphabétique. Ah ouais, d'accord. Il y en avait plus qui. Ouais, en fait, vu qu'on était le dernier de la liste, donc en fait, vu que c'était avec un Y, et le film d'avant c'était Wonder to Wonder, donc il y avait plus que nous. Mais sauf que j'ai compris ça. Et en gros, j'ai vu que personne n'avait tilté dans l'équipe. Donc pendant 2 secondes, je me suis contenu jusqu'à ce qu'ils disent Yak. Et là, on a un peu explosé de joie. Du coup, c'est cool. Mais du coup, on a la vidéo sur Internet. C'est trop drôle. Ouais, allez voir parce que la réaction est marrante. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand finalement tu es invité à la cérémonie? Parce que vous êtes allé vous déplacer là-bas et tout. Hein, ouais, ça, ouais. Bah, on y allait même bien avant pour faire un peu campagne aussi. Ouais. Alors raconte la campagne, vous avez pris un spécialiste dans le domaine Ouais, en fait depuis, en fait c'est lui qui est venu nous voir, en fait notre distributrice de Mute Distribution en gros, le connaît, en fait il s'appelle Benoît Berthe, et en gros lui il a une boîte qui s'appelle The Animation Showcase. Okay. Et du coup, il nous a rencontrés à Annecy en nous disant que le film était éligible. Il a cru le premier tour d'Oscar, lui, il y a cru, il a vachement voulu le pousser. Et en fait, à partir de là, il a commencé à nous guider un peu sur quoi faire. Donc en fait, on s'était parlé à Annecy de l'an dernier. Et on va dire qu'à partir de septembre-octobre, on est vraiment rentré dans le taf concret, sachant que ce qu'il nous avait dit à Annecy, on avait déjà commencé à s'y préparer un peu avant, tu vois. Parce qu'en fait, il y a plein de phases. Et raconte-nous un petit peu rapidement, mais depuis l'intérieur, c'est quoi une campagne pour aller choper un Oscar, quoi? En gros, nous, notre objectif, c'était plus, on va dire, d'arriver à être nommé, parce qu'on pensait que déjà ce serait juste d'être nommé. Pop, petit arrêt sur image, juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Musique, qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Toon Boom, qui édite les logiciels d'animation 2D, de storyboard et de gestion de la production. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé. Retour à la conversation. Tous les ans, il y a à peu près 90 courts-métrages d'animation qui sont éligibles. D'accord. Sauf que, à partir de là, dans ce groupe, il va y avoir des votes des membres de l'académie En fait, il y a des sous-groupes dans les membres de l'académie. Il y a le groupe animation et le groupe court-métrage qui vont voter pour cette catégorie-là. Je crois que c'est que des gens qui sont bénévoles au début parce que comme il y a 90 films, pas mal, ça fait beaucoup. Et même, je crois qu'ils leur en font voir que 30 chacun. Et du coup, ils peuvent voter pour leurs 15 préférés. Mais ils peuvent voter aussi pour des films qui ne sont pas dans les 30 qu'on leur a désignés. Donc, il y a tout un intérêt à faire connaître un maximum son auprès film. De ses votants. Voilà. Ouais. En fait, et c'est hyper normé parce que je pense qu'il y a eu plein de débordements. C'est ce que nous expliquait Benoît. Ouais. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'il y a un débordement ou quelqu'un qui essaye de contourner les règles un peu, elles se redurcissent en gros. Elles se précisent. Ouais, voilà. En fait, t'as plein de trucs que t'as pas le droit de faire. T'as pas le droit de t'adresser directement à des membres de l'académie pour leur dire regarde mon film. Tu dois y aller via la plateforme des Oscars pour envoyer un mail commun. C'est des mails qui sont payants parce que tu accèdes à leur base de données. Il y a aussi plein d'autres trucs à faire sur des teasers, des making-of, enfin plein de choses comme ça pour faire exister le film autrement, quoi. D'accord. Ouais, en gros, c'est quand même assez à la fois normé et puis ça demande de l'opérationnel, quoi. Il faut réaliser la chose. Bon, en tout cas, vous avez réussi à vous faire distinguer, donc c'est cool. Et côté César, c'est un peu le même principe. Il y a une éligibilité. Ensuite, César, c'est assez différent. En fait, le truc qui se passe au César, je crois que c'est que
Enfin, à la fin des films, on voit souvent un numéro qui est un peu la sorte de carte vitale du film. Ouais, voilà, le matricule du film. Et tous ceux qui sont inscrits en court-métrage d'animation avant une telle date sont éligibles. Il y en a moins, il y en a, je crois, il y en avait une cinquantaine, je crois, l'an dernier. Et là, en fait, tu as un comité d'experts qui se réunissent et qui en désigne 12 pour être dans la sélection officielle. Et en fait, de ces 12, là, c'est soumis à l'ensemble des votes de l'Académie, des Césars, du coup, et qui vont en sélectionner 3. Et là, et après, dans les 3, il y a tout le monde qui vote. Et pour les Oscars, pour préciser sur le système de vote, en gros, c'est que le premier tour, c'est, je crois, les gens bénévoles des 2 groupes animation et court-métrage. Ensuite, une fois qu'il y en a 15 qui sont shortlistés, c'est tous les membres qui peuvent voter à ce moment-là, tous les membres de ces 2 groupes. Et en fait, quand tu passes dans les 5, là, c'est tous les membres complets de l'Académie. Donc, potentiellement, il faut aller chercher le vote de Brad Pitt, quoi. De Scorsese. Voilà. C'est bien. Dire qu'ils ont eu potentiellement ton œuvre, c'est quand même cool aussi, quoi. Ouais. Bon, après, je crois qu'il y a quand même beaucoup là, l'impression qu'on a eue, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abstention sur ces catégories-là. Parce qu'il y a eu les feux aussi, peut-être. C'est vrai qu'il y avait des incendies ça a un peu chamboulé tout à fait. La dernière phase, en gros, des Oscars. Mais bon. Ouais. Mais après, c'est un projet quand même qui est à destination d'un public, comme tu disais, aussi d'enfants, quoi. C'est quoi les clés pour s'adresser à un public d'enfants sans les infantiliser, en quelque sorte? Parce que c'est pas franchement facile d'écrire des histoires qui sont pas gaga, quoi, ou tu vois. T'as une méthode pour ça? Comment tu t'es pris, en fait? En fait, je pense que le truc, c'est que de base, le film, il connectait un peu avec les enfants du fait que les persos soient des enfants et que ils soient inspirés en fait de réactions que j'ai vues chez des enfants. Mais en fait, après, j'y ai pas du tout pensé. En fait, plus j'avançais dans le film, en fait, j'y pensais pas du tout. J'essayais de faire un film qui, moi, me plaisait. Et même à la fin, le film était fini et j'étais avec un pote qui était en train de faire l'électricité chez moi. Ça faisait, je sais pas, 1 mois que j'avais fini le film. Et il y avait sa fille qui était là et qui l'embêtait un peu. Donc, il lui a dit, mais tu veux pas lui montrer ton film? Là, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai jamais montré le film. Ah ouais, ça t'a fait bizarre. Ouais, en fait, du coup, je me suis dit, waouh, est-ce qu'elle va bien aimer ou quoi? Donc, ça s'est bien passé. Après, j'étais même là à me dire, est-ce qu'elle dit ça pour me faire plaisir ou pas? Et en gros... c'est le premier screen test. Ouais, c'est ça. Et en gros, après, elle a vu une plante chez moi, elle a dit, c'est à qui cette plante? J'ai dit, c'est à moi, elle m'a fait, elle est moche. Du coup, je me suis dit, ok, c'est bon, elle ment pas quand elle dit qu'elle aime bien le film. Mais voilà. Et en fait, j'avais testé avant les animatiques et le film lui-même, je l'avais montré qu'à des adultes, en fait, pendant tout le temps. Et je pense que pour moi, le secret, ça a été plus de faire un film qui me plaît à moi. Et je sais pas, un truc que j'aime bien citer, c'est que quand j'étais petit, quand je devais avoir 8 ou 9 ans, j'ai vu Princesse Mononoke au cinéma. Wow. Et en fait, c'est le premier coup, je me suis dit, waouh, c'est un dessin animé qui me prend pas pour un idiot, quoi. Et en fait, je pense que, juste d'essayer. Et là, quand je le revois adulte, ça marche. Et du coup, peut-être juste essayer de faire des films qui nous plaisent à nous, avant tout. Et c'est peut-être ça, quoi. T'as un parcours assez riche déjà en animation, parce que t'as fait pas mal de choses. T'avais été aussi à la réalisation une saison de La Petite Mort. 2 saisons. 2 saisons. Et 3, Holly and Moon. Holly and Moon de Cottonwood. J'ai perdu mon corps un peu sur l'extraordinaire voyage de Marona. Tout ça, à chaque fois, t'as pris des casquettes différentes, quoi. Il y avait des fois d'auteur, des fois de directeur d'écriture, parfois de réalisation. Tout ça, ça prouve que t'aimes bien aller au travail, quoi. C'est clairement... en gros, j'ai été un peu plutôt storyboarder, un peu réalisateur. Il y a eu des moments où sur des projets un peu plus perso, j'ai été un peu auteur, mais c'est ce que je disais en sortant de l'école ou sur Burk. J'ai été un peu lead anime. Et en fait, je trouve que c'est cool de voir plusieurs postes, mais c'est surtout cool de bosser pour des gens. En fait, de bosser pour des réals différents, en fait, et même des prods différentes, parce que d'une boîte à l'autre, tu sens qu'il n'y a pas du tout la même culture d'entreprise, d'un réal à l'autre, ou d'une réal à l'autre, et ben en fait, tu as vachement de différence dans le management, dans les choses auxquelles ils ou elles font attention, et en fait, c'est assez inspirant après de piocher un peu chez chacun, quoi. Ouais, ça te permet en fait de faire tes armes et de comprendre comment toi tu as envie de bosser, quoi. En tout cas, de t'en inspirer, quoi. C'est une boîte à outils, en fait, quoi. C'est ça, à la fois, tu sais, c'est vachement inspirant et en même temps, je trouve qu'il y a un côté où c'est moins de pression de bosser pour les autres que de bosser pour soi, parce que à un moment, il y a quelqu'un au-dessus de toi qui est chargé de dire oui ou non.
Et ça fait que tes soirées, elles sont mieux quand même. C'est un peu plus confortable, ouais. Ouais, bah oui, j'imagine que parce que ça a duré combien de temps? 6 à 8 mois, non? C'est ça, la production de ton court-métrage Burk? La fabrication, je pense qu'on en a eu pour quasi 2 ans. 2 ans? Mais en fait, avec 8 mois d'animation. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'après, moi, j'ai fait les décors tout seul, donc ça a pris du temps. Ah ouais. Dans la fabrication, je compte aussi tout le moment du tournage des voix, de fabrication de l'animatique, ouais. De ce montage-là des voix. Il y a eu tout le temps après de compositing. Enfin, bon, ça a été... Ouais, c'est beaucoup de travail. Et vous étiez en résidence à Vendôme, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, à Cyclique. Cyclique, raconte-nous un peu, c'est quoi cette expérience de résidence, finalement? En fait, il y a des aides régionales, et en fait, c'est la région centre, c'est l'aide pour l'animation de la région centre. Enfin, la résidence d'animation, en tout cas. Parce qu'ils ont d'autres aides aussi pour le live et l'écriture, je pense, pour les livres. Et en gros, on se retrouve, quand tu as l'aide, tu dois dépenser l'argent dans la résidence, et du coup, tu fais venir ton équipe qui a... Sur place? Ouais, sur place. En gros, c'est les anciennes écuries du Roi, je crois. C'est un bâtiment qui a été réhabilité. Et ce qu'ils font, c'est qu'au rez-de-chaussée, tu as des studios. Donc, tu as une salle numérique, tu as des salles aussi de volume, des plateaux de tournage en volume ou en bande-titre. Et à l'étage, en fait, tu as des logements. Et du coup, nous, on avait la grande coloc. Donc, on était tous en coloc ensemble avec l'équipe. Pendant la fabrication, c'est génial. Et du coup, c'est un truc un peu ouf parce que à la fois... Là, il y avait du coup L'Oréal et les animateurs et animatrices là. Mais comme Juliette, c'était ma copine, et ben en fait, il y avait aussi la prod qui vivait avec tout le monde. Et ça s'est trop bien passé. C'était archi cool. Donc, mais je trouve ces formats-là, finalement, d'intensité de travail, tu vois, commun, collectif, et qui finalement, à la fin, donnent une œuvre top et distinguée, tu vois. Ça marche assez bien, et moi je l'ai vécu à titre personnel, mais plus sur le bord startup, parce que j'avais été à Y Combinator, qui est un accélérateur de startup à San Francisco, et j'ai vécu pendant 3 mois d'intensité assez importante avec mon équipe. On vivait dans la même maison, on avançait ensemble et tout, et ça nous a vraiment amené d'un stade à un autre, quoi. Il y a vraiment un gap qui s'est créé, enfin en tout cas une élévation. Et je trouve que ce format-là, tu vois, de résidence a vraiment du sens. Et pour preuve, je pense que Burk aurait pas forcément été la même chose s'il n'y avait pas eu le passage par Cyclique, non? Ouais, bah ça, je pense, c'est sûr. En fait, ça a fait un truc, je sais pas comment dire, mais c'est même un moment de vie où, en fait, il y a une émulation de ouf. Et en fait, ouais, c'est trop bien. Mais ce qui est marrant que tu dis ça, c'est que en fait, l'idée des bouches, en fait, elle est arrivée quand je bossais sur l'extraordinaire voyage de Marona, où on était à Arles avec une équipe, on était ensemble toute la journée et on était aussi en coloc là. Et du coup, c'est un des coups où j'avais senti une atmosphère créative de ouf. Et en fait, ça m'a presque débloqué, tu vois, je pense, d'avoir l'idée créative. Et je pense que d'avoir ce truc-là où t'es avec les gens, puis en fait, c'est pas que la coloc de ton propre projet à Cyclique, tu vois, c'est aussi tous les autres projets. Donc en fait, t'es aussi inspiré par tout le monde et t'es dans une ambiance hyper créative, quoi. Ouais, ça c'est important de créer ce terrain-là, en fait, ce terreau. Donc très bien. En tout cas, tu recommandes si des gens peuvent faire. Ouais. Ah ouais, carrément. Ok. À part si les gens aiment bien animer tout seuls dans leur coin. Ça arrive aussi. Ouais. Il y a des gens comme ça, tu vois. Et bon, peut-être que ça leur fera des copains pour le soir, tu vois. Et donc du coup, là, les choses retombent. Donc tu disais, c'est aussi fatigant d'avoir l'impression qu'ils relâchent et tout ça. Est-ce que ça t'a ouvert des chakras sur plus de projets potentiels, continuer dans la réalisation et aller peut-être sur des formats plus longs? Qu'est-ce que ça te conforte chez toi? Je pense que je suis encore dans une phase un peu à me poser les questions de ce que j'ai vraiment envie de faire sur des projets perso. Tu vois, là, j'ai pas écrit un nouveau truc. L'année, elle a été trop intense aussi à cause de tous les festivals qu'il y a eu. Enfin, ça a été... Puis je travaillais aussi à côté. Enfin, voilà. Ouais. Et du coup, là, je suis un peu en train de me poser les questions parce que tu vois aussi le monde du cinéma aux États-Unis, un peu ce que c'est. Tu te rends compte aussi, par exemple, quand tu es sur le tapis rouge, que pour plein de gens, c'est un truc de ouf. Mais en fait, à la fois que les journalistes, ils s'en foutent un peu de toi. Tu vois, tu es juste quelqu'un qui a fait un court-métrage d'animation. Donc, eux, c'est pas du tout bien ça. sûr. Eux, ils attendent les grosses stars et tout. Un peu malheureux, ça. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté... condescendant, limite. Après, moi, tu vois, comme je suis pas spécialement courir après ça, ça me gêne pas. Oui. Mais tu vois, tu sens que t'as un truc où des fois, tu sais, le Pierre, il va voir un journaliste, il dit, bon, eux, ils sont nommés. Le journaliste fait une grimace, limite, tu vois, une grimace. Et bon, du coup, tu sais, ça fait aussi ce
je sais pas, c'était dire, ok, il y a tout ce chemin encore à parcourir. Le fait de voir aussi comment fonctionne le système là-bas, ben, je trouve que c'est enrichissant. Il faut aussi digérer ça. Puis c'est aussi se rendre compte que moi, en fait, j'avais jamais regardé les Oscars ou les Césars avant. Et je crois que je fais pas trop des films pour ça. Donc aussi se dire, bon, ben, vers quoi je vais, vers quoi moi j'ai envie d'aller, et faire des trucs que je fais pas pour les autres. Après, là, il y a eu des trucs qui sont assez marrants. C'est qu'il y a 2 semaines, là, depuis les Oscars et les Césars, j'avais eu pas spécialement de contact avec des prods. Et en une journée, j'ai reçu 6 projets à lire. Mais alors, ce qui a pondéré, je pense que c'est que dans les 6, il y a que 2 projets qui sont envoyés par des prods que je connaissais pas d'avant. D'accord. Et qui m'ont dit que de toute façon, ils voulaient me contacter avant et qu'ils étaient même limite un peu gênés de me contacter après parce que ça faisait un peu arriviste selon eux. Donc je sais pas si vraiment ça débloque tellement de choses ou pas. Je pense que ça donnera peut-être plus confiance à des gens si j'arrive avec un nouveau projet. Bien sûr, pour dire ok, il a peut-être les épaules pour faire un peu plus gros, mais en soi c'est pas non plus le truc. Non, mais ça met en lumière, en tout cas. Ouais. Après, c'est toi qui feras tes choix, c'est toi qui prendras tes directions, et je pense que tu as raison de te donner le temps de la réflexion, quoi. Du coup, ça me fait penser à ta motivation interne. En gros, pourquoi est-ce que tu allais dans l'animation et pourquoi est-ce que tu allais vers la réalisation? Qu'est-ce qui te motive dans tout ça? Bah, je pense déjà, depuis tout petit, je dessinais. Et en fait, un des trucs qui a fait que je sois allé dans l'animation, c'est que j'avais fait une mise à niveau d'art appliqué. Et après, il fallait faire un peu ses vœux pour choisir la suite de ses études. Et moi, j'avais mis BTS en communication visuelle parce qu'on m'avait dit il y a du boulot là-dedans. Et en fait, il y avait un pote de mise à niveau qui, lui, s'était inscrit dans un DMA d'animation. Et en fait, moi, je savais même pas que ça existait. Et je m'étais jamais posé la question de faire de l'anime avant d'avoir 19 ans. Et quand j'ai vu qu'il a fait ça, je me suis dit, ouais, mais c'est trop cool. Lui, sa vie, ça va être de raconter des histoires. Et en fait, du coup, je suis rentré au BTS en me disant, bon, direct après le BTS, il faut absolument que je teste une école d'anime. Ah, tu savais déjà, ouais, que bah, là, je me suis quitté le truc pour aller vers l'anime, ouais. Et en fait, même dès qu'il y avait des projets un peu numériques, je les prenais dans le BTS pour faire des petits tests, pour m'entraîner tout seul à faire de l'anime, quoi. Ah oui, d'accord. Un peu en autodidacte. Donc, en fait, quand je suis arrivé au concours de l'MK, j'avais fait un film de 3 minutes 30, je crois, un truc comme ça. Et des ébauches de petits films de 1 minute, enfin des trucs comme ça. Et ça, c'est un conseil que tu donnerais aux jeunes qui souhaiteraient aussi être créateurs ou réalisateurs, etc. C'est de se lancer et de faire des propres projets. C'est quoi en fait? Est-ce qu'il y a un conseil clé à donner? Bah, je dirais ouais. En plus aujourd'hui avec technologiquement c'est de plus en plus accessible. C'est beaucoup plus accessible. Donc en fait de tester, mais même rien que pour se rendre compte de si ça te passionne à fond. En fait, puis t'as pas besoin d'une école pour faire de l'anime en fait. Peut-être que pour rentrer plus facilement dans le monde professionnel, une école ça va t'aider, ça va te former, ça va te faire comprendre des logiciels, des logiques pro. Après bon, chaque école est différente, mais en fait pour en faire, t'as juste à en faire quoi. Enfin, c'est ça. Donc ce serait ça le conseil. Et pour revenir à ta question, pourquoi faire de la réalisation, je me suis rendu compte que depuis que je suis petit, je dessine, mais pas pour dessiner, je dessine plus pour raconter des histoires, tu vois. En fait, je dessinais pour faire des BD, pour raconter un truc, et en fait, c'est ça qui m'a fait partir en fait dans l'envie de réaliser, quoi. Le storytelling, ouais, c'est naturel chez toi, quoi. T'as envie de raconter. Je sais pas si c'est naturel, mais c'est l'envie de raconter, elle est là, quoi. Et qu'est-ce qui te réjouit aujourd'hui sur le marché de l'animation, et qu'est-ce qui, à l'inverse, t'inquiéterait? Comme tu cristallises un peu cette jeunesse qui réalise des trucs et qui en plus sont distingués, tu dois avoir une photographie quand même aujourd'hui de... C'est un peu dur, mais je trouve que là cette année il y a quand même 2 trucs qui ont super bien marché. Tu vois, il y a Flo et Samuel. Et en fait je trouve que c'est des projets qui sont hors des clous de ce qu'on a l'habitude de voir. Et en fait je trouve que ça ouvre des portes qui peuvent être assez intéressantes. Bon, je pense qu'il va y avoir plein de gens qui vont essayer de reproduire ça. Oui, tout à fait. Mais je trouve que de dire que le grand public, il peut aimer un graphisme, je veux dire, faussement mal dessiné, quoi. Enfin, et qui est pas tout en couleur, qui est, qui est pas un Disney DreamWorks, whatever, et qui sort de ces injonctions-là. Je trouve ça super cool, et de voir qu'un film indé peut gagner autant de récompenses et trouver un public en termes d'entrée, en fait faire se rejoindre à la fois les pros et le tout public. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir ça, et en fait ça m'intéresse. Après, ce que je trouve un peu inquiétant, c'est
l'économie actuelle dans l'anime. Ouais. Enfin, je trouve que là, c'est galère. Il y a plein de gens qui sont c'est un peu le creux de la vague sur les commandes, en fait. Ouais. C'est ça hein, qui pose problème. Mais selon moi, ça n'empêche pas la création en elle-même. C'est-à-dire que, effectivement, tu as moins de moyens, mais c'est aussi un moment où ceux qui sont les plus résilients et ceux qui ont des bonnes idées réussissent potentiellement à faire émerger des œuvres, quoi. Ouais, peut-être que ceux qui sont, qui vont réussir le plus à s'adapter à ces nouvelles contraintes. Ouais. Après, je pense aussi qu'il y a plein de gens qui sont dans des métiers plus techniques et qui sont en fait dépendants de lancement de prod et tout. Ouais, voilà. Et en fait, ça, c'est plus difficile. Ouais, c'est plus difficile. Et pour le coup, je suis un peu inquiet pour ces gens-là de ce que va te donner l'IA, tu vois. Enfin, parce que je pense que ça va aussi réduire la quantité de travail pour beaucoup de gens. Voilà. Ouais. Et quand tu vois ce qui continue à m'inquiéter, comme ça on fait la partie pessimiste maintenant, mais tu vois le prix des écoles, qu'il y a de plus en plus d'écoles, qu'elles sont de plus en plus longues, de plus en plus chères. Tu te dis là, les étudiants qui prennent des prêts et qui sortent maintenant, tu sors, t'es endetté et personne n'a de boulot, tu vois. Ça, c'est vrai, non mais j'ai discuté de ça un petit peu avec ma petite cousine qui sort d'école. Et effectivement, dans sa promo, ça trouve pas du boulot, mais c'est clairement étonnant, enfin, pour eux, de se confronter à ça, quoi. C'est un vide, et pourtant, ils ont 3-4 ans d'école derrière eux, qu'ils ont souvent payé cher, donc c'est inquiétant sur ce banc-là. Ouais. Écoute, on va voir comment ça évolue. Espérons que ça reprenne sur le marché. En tout cas, moi, le public d'animation, je sais qu'il est toujours là, il est toujours présent. Et d'ailleurs, les films qui cartonnent sur 2024 ou qui vont cartonner en 2025 sont certainement encore des gros films d'animation ou des films d'animation un peu uniques comme Flow. Et ça, c'est bien. Je trouve que le format en lui-même, il a de l'attrait pour le public, quoi. Bah ouais, et je pense... Je croise les doigts pour que en fait les financiers ils arrivent à voir qu'il y a toute une génération qui a grandi avec de l'anime et en fait qui est devenue adulte et qui est prête à aller voir des films d'anime encore, tu vois, et ça ce sera un beau truc. Bah oui, je suis assez d'accord. En fait, cet optimisme-là, je le partage aussi parce que, en gros, on est des enfants de la télévision et des dessins animés et on a envie de continuer à voir ça. Soit à le partager avec nos enfants, soit à titre personnel. Et tu as raison de dire que ça va réengager espérons-le, des nouvelles productions et des nouveaux univers, quoi. Bah, je souhaite en tout cas que tu nous en offres de nouveau à nouveau. On verra, on croise les doigts. Ça serait bien. Et justement, quelles sont tes inspirations à toi, ton côté finalement, quand tu bosses pas, quand t'es pas dans des projets, quand t'es pas en train de faire des campagnes pour obtenir des prix, c'est quoi tes inspirations je pense qu'il y a des trucs de la vie de tous les jours. T'observes beaucoup, tu veux dire? Ouais, je pense qu'il y a ça, tu vois, de regarder un truc, ce qui se passe devant toi. Enfin, je pense que la réalité, il y a quand même un truc, surtout en ce moment, qui est un peu plus gros que la fiction. Ouais, du coup, ça, je pense que ça fait partie des inspirations. Après, il y a finalement plus le cinéma en prise de vue réelle. Ouais. Je regarde plus de... T'es branché cinéma avec des réalisateurs ou réalisatrices en particulier ou... Non, c'est varié. Franchement, la dernière claque que tu t'es pris, c'est quoi? Alors moi, c'était, je crois que à la Berlinale, The Outrun. Globalement, l'histoire d'une jeune femme qui rentre de Londres dans le nord de l'Écosse d'où elle est originaire, et petit à petit on comprend qu'elle rentre parce que à Londres elle était devenue complètement alcoolique, et c'est sur son parcours, et je trouve que c'était hyper bien traité. Enfin, la réal et tout, réal, mais même l'actrice qui joue dedans, et en fait c'est basé sur un livre autobiographique et en fait, t'es hyper loin du cliché. Je sais pas, des fois, t'as souvent l'alcoolique, le vieux détective alcoolique qui va replonger et reprendre un verre pendant son enquête ou je sais pas quoi. Là, c'est pas du tout ça, en fait. La protagoniste elle-même, en fait, détonne, mais est tellement proche de ce que pourrait être finalement le fléau de l'alcoolisme dans la réalité que ça en devient et puis, en fait, je suis pas tellement une chute, mais plus... une reconstruction, mais en fait, il y a un truc dans ce film qui est un peu anti-cinématographique, c'est que t'as pas une fin claire. Ouais, c'est un truc où t'es tout le temps, genre à dire, chaque jour, c'est une nouvelle lutte pour pas replonger dedans, enfin voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper fort
dans ce film. Voilà. Merci pour la suggestion, on regardera. Merci Loïc d'être venu sur Anima Show, ça me fait très plaisir. Merci encore félicitations pour ce super projet. Merci. Et puis je te souhaite encore plein de bonnes choses pour la suite, quoi. Merci, pareil pour toi. Bonne émission. Merci beaucoup. Salut.